Donc, petit webinaire sur le diagnostic de la prise en charge des entorses de cheville. Donc, vraiment diagnostic et quelques clés de rééducation. Mais finalement, vous allez voir, c'est vraiment les clés les plus importantes pour être un peu un game changer dans vos traitements. Et on va avoir un petit peu un fil conducteur pour que ça soit quand même quelque chose de très pratique dans votre rééducation et que vous allez pouvoir utiliser demain au cabinet. On va partir sur ce cas clinique que j'ai eu au cabinet. Donc, c'est une femme de 26 ans. Et globalement, ce qu'elle raconte un petit peu dans son anamnèse, c'est qu'avant hier, elle a réalisé une randonnée qui a vraiment duré assez longtemps. Et en fait, à la fin de sa randonnée, elle se rendait compte qu'elle commençait à perdre un petit peu le contrôle de sa cheville. Elle dit, bah, sur les rochers, déjà, j'avais un petit peu d'appréhension. J'avais un petit peu peur que ma cheville, elle se torde. J'ai fait quelques faux mouvements, mais pas de douleur, pas d'entorse, rien. Sauf que le lendemain, en fait, elle a fait une session de 2 heures d'escalade, donc assez intense. 2 heures où elle enchaînait les blocs. C'était dans une salle en intérieur. Et en fait, elle a glissé d'à peu près 1 mètre. Et en fait, elle est tombée sur sa cheville avec sa cheville en inversion. Donc finalement, vraiment le mécanisme classique de l'entorse, mais du coup avec tout son poids. Et puis avec cette fatigue qui était là de la veille et de la session d'escalade. Donc une grosse douleur. Elle était entourée un petit peu de kiné aussi à la salle. Donc ils ont directement testé les ligaments. On verra s'il faut le faire tout de suite ou s'il faut attendre un petit peu, et aussi quelle a été la gestion et quels étaient les diagnostics différentiels dans ce cas-là. Donc ça va être le fil conducteur un petit peu de la présentation, et on va suivre les différentes modalités d'évaluation. Donc cette patiente, finalement, elle est dans une salle indoor, elle vient de se faire un mécanisme d'entorse. Donc là, elle est un petit peu paniquée, mais elle a le contact d'un kiné, et elle vous appelle, et vous verrez que déjà elle a la chance de pouvoir vous appeler. Et elle vous appelle et elle vous dit, bah, elle vous raconte un petit peu son histoire. Et avant de partir là-dedans, de savoir un petit peu bah, quand on prend rendez-vous, comment on évalue, à quelle date on va évaluer, et on va partir d'abord, on va essayer de remplir un petit peu notre valise, parce que si on part tout nu un petit peu dans cette présentation, ça risque d'être un petit peu dur pour le cerveau et la compréhension. Donc globalement, on va mettre une chose primordiale dans notre valise pour la compréhension, c'est cette petite figure qui représente le nomogramme de Fagan. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais globalement, ce qu'on va avoir à gauche, c'est l'ensemble des probabilités pré-test. C'est ce qu'on appelle c'est ce qui représente finalement l'ensemble des éléments qui vont ressortir au niveau de l'épidémiologie. Par exemple, bah, combien de personnes se font une entorse de cheville? Parmi ces personnes qui ont une entorse de cheville, combien de pourcents ont par exemple une fracture? Et tout ça, c'est toutes les probabilités pré-test. Ce qu'on fait avant finalement de faire nos tests en soi-même, c'est-à-dire notre examen clinique ou nos imageries diagnostiques. Ça, c'est ce qui est représenté au milieu. Et les chiffres sont représentés non pas ici par des pourcentages, mais plutôt ce qu'on appelle des ratios de vraisemblance. C'est ce qui nous permet de glisser d'une probabilité, par exemple, de 10% d'avoir une entorse une lésion du ligament antérieur, par exemple, au niveau de la cheville. Si on a un ratio de vraisemblance de 5, et ben, on va glisser ici et on va avoir peut-être une chance sur deux, 50%, d'avoir cette lésion du ligament antérieur au niveau de la cheville. Donc globalement, il y a des probabilités qui nous permettent d'inclure la pathologie, mais il y a aussi des probabilités qui nous permettent de l'exclure, et on va essayer de jouer avec ces éléments au cours de la présentation pour nous aider dans le diagnostic. La dernière ligne, bah, du coup, je l'ai un petit peu spoilé, c'est la probabilité que le sujet il est ou qu'il n'ait pas la pathologie en fonction de nos probabilités pré-test et en fonction de nos tests, qui ont fait glisser nos probabilités dans notre conclusion. Du coup, bah, cette patiente, elle nous appelle, on l'a au téléphone, et elle nous demande bah, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous. Et là, globalement, vous dites, bah, si je dois faire un bilan, il va falloir que je sois précis, et bah, le bilan, quand est-ce que je le fais? Et bah, par exemple, si on prend le tiroir antérieur pour évaluer les ligaments, le ligament antérieur dont je parlais au niveau de la cheville, si on le fait 2 jours après l'entorse, et bah, globalement, ici, on voit que nos ratios de vraisemblance, bah, ils sont pas top. Ils nous permettent de faire glisser nos probabilités de manière très faible. Et finalement, bah, même si notre test, il est positif ou négatif, on ne sait pas si le ligament, il est atteint ou pas. Par contre, si on fait ce même test à 5 jours après une entorse de cheville, et bah là, on a des ratios de vraisemblance négatifs qui nous permettent d'exclure la pathologie de manière importante. Donc, si le test est négatif, bah, on est quasiment sûr qu'il n'y ait pas de lésion du ligament antérieur.
Et si on a des ratios de vraisemblance positifs, donc si le test est positif, là on a de grandes chances de pouvoir inclure une lésion du ligament. Donc finalement, lorsqu'on l'a au téléphone, on a envie de se dire bon bah j'ai peu de place dans mon agenda, mais je pense que je peux faire un trou entre 4 et 6 jours après le traumatisme pour avoir mes meilleures probabilités de faire un bon bilan. Donc on prend rendez-vous dans 4-5 jours, et là vous n'allez pas la relâcher dans la nature pendant 4-5 jours alors qu'elle s'est fait un mécanisme avec une vélocité assez importante, avec un traumatisme assez important. Il va falloir quand même exclure ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges. Est-ce que il va falloir rediriger vers une consultation médicale, rediriger vers les urgences, rediriger vers le SAMU, appeler, etc. Quelle est la prise en charge quand elle nous appelle et qu'elle est à la salle de sport? Donc dans les pathologies graves, on a globalement le moyen mémotechnique TINTIV pour traumatique, inflammatoire, neurologique, tumoral, infectieux et vasculaire. Mais là, globalement, dans le contexte, la probabilité pré-test qu'on avait au début de cette présentation, on a l'impression qu'elle explose du côté plutôt traumatique. On était sur quelque chose de proche de 0%, et là on est en train de descendre par rapport à l'histoire et à la compréhension de la situation vers une probabilité d'avoir une fracture. Pour faire ça, et pour pouvoir se dire, je crois que là, t'as pas de fracture, on peut se permettre d'attendre 5 jours et de se revoir dans 5 jours pour évaluer plutôt les atteintes musculaires, ligamentaires, et puis on verra toutes les bulles qu'il va falloir évaluer. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas d'urgence, on peut prendre notre temps, et nous, on va pouvoir partir en rééducation, il n'y a pas besoin de partir du côté plutôt médical. Et pour ça, on a la chance d'avoir des règles qui sont assez précises et qui nous permettent d'exclure une pathologie. Ces règles, je pense que vous les connaissez un peu tous, c'est les règles d'Ottawa pour la cheville et le médio-pied. On a 5 critères qu'on va détailler juste après. Et ces règles, par contre, elles sont pas bonnes pour pouvoir inclure une fracture. Globalement, le risque de fracture chez cette patiente, il est aux alentours de 10 à 20%. Ce qu'on retrouve ici dans la littérature, c'est qu'un patient qui nous consulte avec un mécanisme d'inversion, il y a 16% de chance qu'il ait une fracture. Il va falloir essayer de faire diminuer ce pourcentage de chance pour déjà se protéger nous-mêmes et pouvoir protéger le patient et optimiser sa rééducation et sa prise en charge. Donc globalement, on est à 10-15% de chance qu'il y ait une fracture. On va faire nos critères d'Ottawa. Si les critères ou même un critère est positif, là on va pas être bon. On a à peu près 20% de chance que le sujet il ait une fracture une fracture de la cheville. Et là, nous, avec nos moyens en tant que kinésithérapeute, on est assez pauvre. On peut compléter avec les règles de bernoise. On peut essayer de compléter avec les s'il vous plaît. On peut essayer de compléter avec aussi les tests de vibration, mais globalement, c'est des tests qui ont une fiabilité qui est un peu plus faible et une validité un peu plus faible. Par contre, il est très bon pour pouvoir exclure. Donc, s'il y a 0 critères qui sont positifs, là, il y a à peu près 1,6%, 1,7% de chance qu'il ait une fracture. Et là, nous, on peut se permettre de se protéger et de dire, globalement, là, tu peux continuer. Et au pire, si tu as une douleur qui est récurrente dans la semaine et tu as l'impression que là, ça est en train de se dégrader, et globalement, à partir de là, c'est ce qu'on appelle garder un filet de sauvetage. On peut référer vers une consultation plutôt médicale. Donc les critères d'Ottawa, ils ont été publiés, republiés, examinés, et globalement, ce qui ressort, c'est à peu près toujours les mêmes données. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des études de très bonne qualité. Et nous, ce qui est intéressant, c'est que globalement, c'est ce que je disais avec cette patiente, c'est que la prévalence des fractures de la cheville dans son contexte, donc en sport intérieur, il est finalement que de 11%, ce qui nous permet d'être encore plus sûr dans nos glissements de probabilité qu'elle n'ait pas, si les critères sont négatifs, une fracture. Donc des critères objectifs qui nous permettent déjà de se permettre d'attendre 5 jours pour faire notre bilan. Et si on n'a pas de place dans 5 jours, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'on aurait envie aussi de faire devenir quelqu'un chronique? Chronique, ça veut dire avoir une instabilité chronique de la cheville et évoluer plutôt dans une récurrence d'avoir des entorses ou d'avoir des symptômes persistants. Et là, est-ce qu'on se verrait pas dans plus d'une semaine ou dans 2 semaines? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette étude assez récente de 2021 qui nous montre à gauche que les patients qui sont pris en charge de manière aiguë, directement après le traumatisme, globalement, ils évoluent
pas vers un CAI, donc une chronic ankle instability, une instabilité chronique de la cheville. Il y en a que 6,7%. Par contre, déjà, si on attend une semaine à un mois, on explose déjà à plus de 33%. Et si on regarde plus d'un mois, on est à 36. Et pas de prise en charge, on est à 23. Donc, faudrait presque pas qu'il soit pris en charge tardivement. Ça serait presque mieux. Mais globalement, ce qu'on en retient, c'est qu'il faut avoir une prise en charge immédiate après le traumatisme, pouvoir optimiser ça, et après avoir un bilan qui soit précis à entre 4 et 6 jours. Et ça nous indique aussi quelque chose de plus important, c'est que finalement, l'accès direct, ça semble quelque chose d'hyper pertinent parce que si on attend quelques jours, voire une semaine après une entorse de cheville, avec une consultation par le médecin et après une prise de rendez-vous chez le kiné, on a déjà perdu des chances. Et si on peut avoir un contact rapide, on est en train d'optimiser notre prise en charge. Et ça, du coup, chez toi, on a essayé de l'optimiser, on a essayé d'avoir une vision un peu plus futuriste et on a développé des questionnaires pour évaluer de manière précise un patient qui se présente avec un mécanisme d'entorse, pour évaluer tous les drapeaux rouges, l'ensemble des drapeaux, et aussi avoir des conclusions valides et fiables sur les tests, par exemple, ligamentaires et sur les tests osseux. Donc voici un petit peu là les règles d'Ottawa. Donc il va falloir venir palper sur le bord postérieur de la fibula, décrit sur 6 cm au niveau inférieur. Le bord médial de la malléole médiale du tibia sur 6 cm, l'apex du 5e méta et le naviculaire. Donc là, les 4 critères qui doivent être combinés avec une incapacité ou pas à réaliser 4 pas. Globalement, ce qui est décrit, c'est que même s'il boite ou qu'il a des douleurs lorsqu'il marche, mais qu'il est capable de marcher, donc ça veut dire capable de poser son poids sur son pied, et là, on peut dire que le critère, il est négatif parce qu'il s'est remis en charge. Par contre, s'il n'est pas capable, le critère est positif. Et on ne sait pas ce qu'on fait avec ce patient, on ne sait pas s'il a une fracture ou pas, mais on va rediriger vers une radio qui a de meilleures probabilités diagnostiques d'une fracture. Okay. Et là, ce qu'on s'est pas rendu compte au début, c'est que notre patiente là, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir d'avoir reçu cet appel, parce que globalement dans la nature, et par exemple dans la nature en France, il y a une incidence des entorses de cheville d'environ 12%. Et quand on le met sur un chiffre de 66 millions d'habitants, tous les ans, c'est énorme le nombre de patients qui se font des entorses de cheville ou qui ont une récurrence d'entorses de cheville. Et parmi ces patients qui sont des entorses, apparemment, il y en aurait que 1 sur 2 qui consultent. J'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait au niveau des références sur ce 1 sur 2, parce que je trouvais ça énorme qu'il n'y ait qu'un seul patient sur 2 qui viennent en rééducation. Et finalement, j'ai retrouvé des études de 2021 qui citaient le consensus de Wurberg en 2018, qui citait le consensus de 2016, et puis après, ça partait dans des chiffres qui étaient une étude de 2021, une étude de 2022, et en fait, j'avais l'impression que c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. J'ai réussi à trouver une référence qui se rapprochait à peu près de ces chiffres, mais on était quand même assez loin. Il me semble que c'était 32%. Et finalement, c'était plutôt bien. C'était une étude de 2001, publiée dans le BJSM. Mais en fait, récemment, j'ai vu qu'il y avait cette publication en 2019 qui nous montre que chez des basketteurs professionnels qui se font une entorse de cheville, il y en a seulement 64%. Enfin non, il y a 64% des basketteurs qui ne consultent pas. Donc finalement, ce 1 sur 2, il est encore pire dans le milieu sportif, alors qu'on pourrait se dire que dans le milieu sportif professionnel, la prise en charge est plus rapide, il y a un meilleur parcours du patient, et finalement ici dans cette étude américaine, finalement non, et c'est même pire que les chiffres qui sont avancés. Et pourquoi c'est assez grave? Parce que globalement, ils sont pas pris en charge, et même s'ils sont pris en charge, il y en a à peu près 70% qui vont évoluer vers des symptômes persistants. Ça, c'est le consensus de Grimble en 2017, qui nous montre ce chiffre énorme, en fait, globalement catastrophique. À partir du moment où on se fait une entorse de cheville, on a 7 chances sur 10 d'avoir des symptômes persistants à vie. Il va falloir, nous, qu'on soit vraiment meilleurs en rééducation pour essayer de diminuer cette malchance pour nos patients. Et il y en a quand même quelques-uns, ça veut dire 30%, qui arrivent à s'en sortir. Globalement, on a l'impression de plus en plus savoir pourquoi ils s'en sortent, mais il y a encore des domaines qui sont flous. Et pour le moment, on les appelle des Coopers. La définition de Cooper dans la littérature, elle est assez inhabituelle. Et c'est quelqu'un qui a échoué à devenir chronique.
Donc globalement, comme la majorité, la moyenne, la normale chez des patients qui sont une entorse de cheville, c'est d'évaluer vers quelque chose de chronique. Et le Cooper, c'est celui qui a échoué à devenir chronique et finalement qui a réussi sa rééducation. Et ils sont un petit nombre et ils ont réussi à avoir ce nom-là. Et parmi ces 70% aussi, ceux qui vont avoir des symptômes persistants ou même ceux qui consultent, globalement, au long terme, 30 ans, 40 ans, cités dans cette étude après, on a l'impression qu'ils ont vraiment une chance plus élevée que la population normale, la population contrôle, d'évoluer vers un risque d'arthrose. Donc globalement, pour notre cas clinique, on a pu exclure qu'il y avait une pathologie sérieuse, ici par rapport à nos probabilités d'avoir un traumatisme en lien avec une fracture. Et on lui a donné rendez-vous dans 4-5 jours. Mais le problème, c'est qu'on a vu qu'il faut avoir une prise en charge immédiate. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce délai de 4-5 jours entre notre consultation pour optimiser notre diagnostic et l'optimisation des premiers jours de la rééducation, de la réhabilitation de cette patiente? Pour ça, on a différents protocoles qui ont été mis en place. On a le grand gourou qui est Chris Blickley, qui a publié différents protocoles de prise en charge des blessures aiguës, avec en 2004 le protocole ICE, où il fallait appliquer de la glace directement après une entorse de cheville, et c'était une manière assez récurrente. C'était 3 fois 10 minutes, et il fallait faire 3 sessions dans la journée. Donc quelque chose de très passif, avec quelque chose de très énergivore en termes de processus pour aller mieux. Et puis en fait, il s'est un petit peu corrigé en 2007. Il s'est dit, mais en fait, si les gens ils mettent de la glace, mais qu'ils continuent de courir ou de faire leurs activités, on n'est pas du tout efficace. Et il va falloir dire aux gens, protégez votre cheville, essayez de pas avoir de douleur quand même lors des premiers jours, et essayez de prendre vraiment une période de repos. Et vous pouvez essayer d'optimiser cette douleur, ce gonflement, etc., en mettant aussi de la glace. On garde le glace, mais on rajoute le P et le R pour la protection et le repos. Et puis en fait, il y a cette étude qui nous montre que globalement, quand on fait de la glace plus des exercices, on a l'impression, mais pour le moment, on n'est que sur des niveaux de preuve assez faibles lors de cette publication en 2008, que la glace plus le repos, ça semble quand même inférieur à la glace plus les exercices. Donc finalement, le protocole Price, il est peut-être pas hyper adéquat. Donc on évolue et plutôt vers le protocole Police, et on garde la protection lors des premiers jours. Par contre, on se rend compte que le repos, il est peut-être pas optimal, et il va peut-être falloir trouver une charge optimale qui nous permet de stimuler la guérison de nos tissus. Et ça, globalement, ils disent qu'il va falloir trouver une rééducation qui est adaptée et puis progressive dans le temps. Ce qui est dur, du coup, c'est qu'est-ce que c'est que cette charge optimale? Est-ce que si je fais juste de la marche, mais que si je suis capable de courir, est-ce que c'est suffisant? À quel point il va falloir charger les tissus pour que ça soit efficace? On a cette étude là qui nous décrit quelques clés. C'est que globalement, les meilleurs mécanismes d'adaptation pour le corps humain, ça va être tout ce qui va être un petit peu pliométrique, c'est les sauts et la course à pied. Mais finalement, les sauts et la course à pied, pour les entorses de cheville, c'est inadapté en aigu, et il va falloir plutôt faire des exercices qui sont lents, et les exercices lents nous permettent de mettre de la charge avec assez peu de douleur. Donc finalement, on se dit, on va en aigu commencer sur une charge lente, mais quelle est la charge qu'on va choisir pour ces sujets? Et globalement, ici à droite, on voit que si on a 55% de la MVC, c'est-à-dire la contraction musculaire volontaire, et globalement pour les tissus, il n'y a pas d'adaptation. Donc si je fais une stimulation qui est environ la moitié de ce que je suis capable de faire, ça change pas grand-chose. Par contre, si je fais une stimulation qui se rapproche des 90% de la contraction maximale volontaire et supportée par le sujet à ce moment-là, là je suis capable de créer des adaptations. Donc finalement, il va falloir essayer de trouver toujours le maximum supportable pour nos patients pour essayer d'avoir une rééducation qui est optimisée. Et ça, on a l'impression dans une publication qui est quand même d'assez faible qualité méthodologique, mais globalement, on a l'impression que le Police, il est supérieur au Price parce que les patients, ils ont une récupération qui est plus rapide. Et puis récemment, il y a en 2019 Blaise Dubois et Jean-François Esculier qui publient une revue narrative, donc du coup de faible niveau de preuve, mais qui citent des publications actuelles de niveaux de preuve qui sont parfois assez élevés, mais par contre du coup la publication elle a un niveau de preuve assez faible, et voilà. Globalement, ce qui est critiqué, c'est qu'il y a un manque de continuité vers la rééducation dans le protocole Police. Est-ce qu'il faut protéger, mettre en charge et appliquer la glace,
ou est-ce qu'il faut appliquer la glace, protéger, mettre en charge? On ne sait pas dans quel ordre on doit le mettre en place. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait aussi de la composante psychosociale et qu'est-ce qu'on fait aussi de la continuité vers la rééducation? Qu'est-ce qu'on fait après nous en rééducation? Est-ce qu'il faut juste bah, charger, mais comment on le fait? Et est-ce qu'il faut juste appliquer de la glace? Et globalement, ils ont publié ce protocole, le protocole Peace and Love. Il va falloir donner de la paix et de l'amour à nos tissus après une entorse et après une lésion aiguë. Ça marche pour les entorses, mais ça marche aussi dans plein d'autres cas et de pathologies. Le premier P, c'est pour essayer de cesser toute activité provoquant de la douleur lors des premiers jours. Et globalement, les premiers jours, on se dit, pendant 1 à 3 jours, je veux que tu n'aies pas de douleur. Donc, par contre, si tu es capable de marcher en boitant et que tu n'as pas de douleur, marche en boitant, c'est parfait, ça va stimuler tes tissus. Par contre, si tu as de la douleur quand tu es en train de marcher, c'est peut-être pas top, tu es peut-être en train d'augmenter un petit peu la lésion, et du coup, essayer de prendre des béquilles. Et si tu as toujours mal avec des béquilles, peut-être pendant 1 à 3 jours, on va être peut-être en fauteuil roulant. Par contre, dès que tu es capable, on a vu, dès que tu es capable de contracter un petit peu, de bouger, et là, on va directement progresser le plus rapidement possible. Ensuite, le E pour élévation, il va falloir essayer d'élever le membre inférieur, donc la cheville, le plus souvent possible, plus haut que le cœur, pour essayer d'optimiser le drainage des tissus. Mais pour les entorses, on va avoir différents mécanismes d'entorse et du coup différentes présentations de l'œdème. Par exemple, ici à gauche, on va avoir un œdème intracapsulaire, plutôt une entorse haute de la cheville, peut-être impliquant la syndesmose, on le verra après. Et globalement, lorsque l'œdème il est compris dans la capsule articulaire, il y a très peu d'effets de l'élévation. Il y a plutôt des effets de la mobilisation des tissus et de la mobilisation surtout de l'articulation et peut-être un petit peu de la compression. Mais globalement, faites pas trop perdre de temps à un patient qui a un œdème intracapsulaire à venir élever le membre parce qu'il y a très peu d'efficacité. Ensuite, on peut avoir les œdèmes extra-articulaires qui ont plutôt un peu saigné. Ça, souvent, on le retrouve chez des patients et même 3 à 4 jours après, il a tendance un petit peu à glisser. Si jamais ils sont, par exemple, en béquille, avec la pesanteur, ça va venir glisser. Ou alors, s'ils élèvent le membre très souvent, ça va avoir tendance à venir remonter. Mais ça ne veut pas dire que c'est la lésion de l'œdème qui est au niveau de la localisation de la blessure. Et ça, faudra pas se faire tromper aussi lorsqu'on va faire le diagnostic. Et là, globalement, peut-être un petit effet de l'élévation, mais il y aura plus d'effet d'avoir un drainage vasculaire, on le verra après. Mais combiner les deux, ça semble mieux. Et puis après, on va avoir les œdèmes extra-articulaires qui sont plutôt en lien avec des lésions lymphatiques. Et là, globalement, on a l'impression qu'on a pas mal d'effets si on a l'élévation et en plus la compression. Donc voilà, en fonction de la présentation de l'œdème, on peut réussir à essayer d'adapter notre traitement. Par rapport au niveau de preuve, globalement, il y a un très faible niveau de preuve sur l'élévation et ou la compression. Mais dans le rapport un peu bénéfice-risque, il y a très peu de risques, mais il y a peut-être quelques bénéfices. Et puis, ça demande au patient aussi il est content de pouvoir se prendre en charge. Et on a peut-être aussi des effets placebo qu'on ne contrôle pas et qui vont être bénéfiques pour notre éducation. Ensuite, les anti-inflammatoires. Et on va parler aussi un petit peu de la glace. Globalement, après une lésion au niveau des tissus, à J0, on va avoir une activation des cellules satellites qui vont être activées, des cellules non différenciées qui sont environnantes au tissu. À J1, on va avoir ces cellules satellites qui vont proliférer, qui vont se diviser et puis qui vont migrer à l'endroit de la lésion pour venir là se différencier d'abord en myoblastes. Et puis les myoblastes vont évoluer en myotubes, et ces myotubes vont évoluer en myofibres immatures, matures, qui sont maintenant les fibres musculaires par exemple, mais c'est un peu la même chose aussi dans les fibres ligamentaires, même si ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et toutes ces étapes, donc globalement guidées de J0 à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, toutes ces étapes sont guidées par COX-2, une molécule qui, si on prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des AINS, va venir être inhibé avec une forte taille d'effet. Donc globalement, COX-2 n'existe plus. Il n'y a plus le chef d'orchestre de l'inflammation et toute l'organisation de l'inflammation va être déréglée, que ce soit du début ou alors que ce soit la fin. En fait, globalement, le corps, il ne sait pas quand il doit commencer, qu'est-ce qu'il doit faire et quand il doit s'arrêter. Et ça, ça a plusieurs effets. C'est que ça va diminuer la prolifération du coup des cellules non différenciées.
Ça va augmenter aussi la fibrose au niveau des tissus, parce que si on a une inflammation qui dure dans le temps, bah, il va y avoir de plus en plus de macrophages, etc., qui vont venir manger les tissus. Et globalement, bah, on essaie de créer du tissu, mais il est mangé juste après. Et du coup, le rapport création-dégradation, bah, il est pas top. Et puis, on a aussi une augmentation de l'infiltration de graisse dans les tissus musculaires. Et ça, bah, c'est pas top, parce qu'on verra que le muscle a un gros rôle à jouer dans les entorses de cheville. Et puis, il y a l'effet aussi de cette prolongation dans le temps de l'inflammation, et ça va induire aussi bah, une fonte musculaire. On peut aussi avoir quelques dysfonctions, des inhibitions musculaires, où on n'arrive pas à recruter aussi toutes les unités motrices. Et on peut aussi avoir des progressions de la maladie. Si jamais l'inflammation, elle, devient vraiment chronique, et ben là, on va avoir vraiment du mal à venir récupérer la qualité tissulaire. Il y a une étude en 2017 qui nous a proposé un peu un algorithme de savoir bah, à quel moment il faut prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce que quand même, ça peut avoir un effet. Et là, ici, on va se glisser plutôt dans le cadre de l'entorse de cheville, parce que par exemple, pour les blessures au niveau du dos ou les lombalgies, bah, il y a quand même peut-être des effets qui sont dans un rapport bénéfice-risque, parfois un peu plus en faveur du bénéfice. Donc globalement, déjà, il faut se dire, bah, est-ce que moi, mon mécanisme, il est un peu associé, mon mécanisme pathologique, il est associé à une inflammation? Bah, si c'est oui, on va se demander quel type d'inflammation, est-ce qu'il est plutôt aigu ou est-ce qu'il est chronique? Et si c'est non, bah, globalement, déjà, les anti-inflammatoires, ils sont pas trop recommandés, on va plutôt aller vers de la rééducation. Par exemple, dans les tendinopathies, il y a peut-être un petit peu d'inflammation, mais ça explique pas tout le processus physiopathologique. Et les anti-inflammatoires, bah, globalement, ils sont pas recommandés. Si on se place du côté inflammatoire, est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est chronique? Globalement, dans les entorses de cheville, souvent on est plutôt du côté aigu. Et là, du coup, les modalités inflammatoires, bah, elles sont pas trop recommandées. On utilise plutôt la thérapie physique. Si c'est un mécanisme chronique, bah là, on va se demander, bah, est-ce qu'il est systémique, c'est-à-dire généralisé à tout le corps, ou est-ce qu'il est local? Parce que s'il est systémique à droite, les anti-inflammatoires, bah, ils vont être inefficaces, surtout bah, si c'est une pathologie chronique au niveau du muscle. Par exemple, ça a été décrit un petit peu au niveau de la fibromyalgie, même s'il n'y a pas que le muscle dans la fibromyalgie, mais globalement, c'est quelque chose de général, avec des points musculaires douloureux, et les anti-inflammatoires, bah, ils sont pas recommandés ou inefficaces. Et si c'est local, il faut se demander, bah, est-ce qu'il y a vraiment une action anti-inflammatoire qui pourrait avoir un effet bénéfique, oui ou non. Si c'est non, bah, il va falloir choisir un traitement différent des anti-inflammatoires. Si c'est oui, bah, il va falloir évaluer le niveau de preuve. Est-ce qu'il y a vraiment des preuves fondées pour cette condition spécifiquement? Donc, par exemple, pour l'entorse de cheville en aigu. Si c'est non en bas, bah, il va peut-être falloir choisir une modalité différente. Et bah, si c'est oui, bah, peut-être que les anti-inflammatoires, ils peuvent rentrer dans la prise en charge de ce traitement. Mais globalement, vous avez vu toutes les étapes qu'on a dû valider avant de prescrire des anti-inflammatoires à un patient. Et il y en a quand même plusieurs. Il y en a pas beaucoup qui rentrent dans cette case finale. Les anti-inflammatoires, grande taille d'effet sur l'inhibition de COX-2. La glace, bah, on a l'impression qu'il y a une taille d'effet qui est beaucoup plus faible, mais qui se rapproche aussi de ces mécanismes. Globalement, là, attention, on a une étude sur des rats, donc pas sur des sujets humains. Il n'y a pas encore vraiment d'études avec une méthodologie rigoureuse sur des sujets humains. Mais du coup, il y a des présomptions scientifiques qui nous disent que rapport bénéfice-risque, on a l'impression d'être plutôt du côté un petit peu néfaste, et on va le détailler juste là. Ils ont fait 3 groupes de rats. Ils ont pris 40 rats auxquels ils ont fait une contusion ligamentaire ou musculaire, et auxquels ils ont appliqué de la glace. Un autre groupe de rats auquel ils ont fait la même contusion et ils ont appliqué un placebo, donc une poche mais qui n'était pas froide. Et un autre groupe de rats, 10 rats qui étaient témoins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont appliqué de la glace, un placebo ou rien, et ils ont évalué la cicatrisation des tissus à 1 jour après le sacrifice qu'ils appellent, donc la contusion, 3 jours après, 7 jours et 28 jours. Là, pour rappel, il y a une seule fois une application de la glace. Qu'est-ce qui se passe à 1 jour? Globalement, dans les 2 groupes, il y a une nécrose des fibres musculaires ou des fibres ligamentaires qui a été observée dans tous les groupes. Dans le 3e groupe, dans le 3e jour, le groupe glace a encore plusieurs zones qui sont restées nécrotiques, alors que le groupe placebo, lui, a déjà une nécrose qui est dissipée entièrement. Donc déjà, il y a un petit peu d'avance dans le traitement et dans le groupe placebo. À 7 jours, du côté glace, il y a quelques fibres qui ont commencé à régénérer, alors que du côté placebo, il y a de nombreuses fibres. Donc là, il y a encore de l'avance déjà à 1 semaine. Et sinon, globalement, dans les 2 groupes,
la nécrose s'est dissipée et il y a quelques cellules musculaires qui sont immatures pour le moment. Qu'est-ce qu'on observe à 28 jours? Globalement, pas de différence significative entre les deux groupes. Donc, on échoue à conclure une différence. Par contre, on a vu que pendant ce mois après ce sacrifice, cette contusion, bah, il y a eu des différences. Et on se rappelle qu'il y a eu qu'une seule fois de l'application de glace, alors que dans le protocole publié en 2004 par Blakely, bah, c'était 3 fois de la glace pendant 10 minutes, 3 fois par jour. Et souvent, on a l'impression que nos patients, bah, dès qu'ils font des activités, dès qu'ils ont un peu de douleur, ils mettent de la glace. Donc peut-être que les effets pourraient être empirés et avoir une inflammation qui perdure dans le temps avec tous ces effets néfastes. Mais il y a quand même des patients qui vont vous dire, bah, ok, là, j'optimise pas ma guérison, mais après mon entorse de cheville, moi, j'ai vraiment mal et la glace me permet de diminuer ma douleur. Et ça me permet un petit peu de pouvoir le supporter. Bah, vous allez un peu les regarder un peu démunis et vous allez essayer de vous dépatouiller un peu avec ça. Et déjà, peut-être que vous allez vous dire, bah oui, mais en fait, il a raison. Mais si on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau scientifique, eh ben, on a cette étude publiée en 2021 qui nous montre que finalement, bah, en fait, la glace, déjà, elle n'a pas d'effet sur le gonflement. Elle n'a pas non plus d'effet sur la douleur. Et on a l'impression que c'est plutôt cette prise en charge, cette auto-prise en charge avec ces mécanismes placebo qui nous permettent d'avoir cette sensation de diminution de douleur. Et il n'y a pas non plus d'effet sur la récupération de l'amplitude, parce qu'on le verra, la récupération de l'amplitude en flexion dorsale est un critère majeur à récupérer pour éviter le risque de récurrence, de chronicité de cette entorse. Donc globalement, un patient qui vous dit, bah oui, mais moi je fais ça pour ma douleur, bah peut-être que la glace n'est pas le plus adapté et une redirection peut-être vers plus de traitements comme le paracétamol, ça semble plus adéquate plutôt que des anti-inflammatoires. Et qu'est-ce qui se passerait du côté chaud? Si je mets du chaud, qu'est-ce que ça fait? Bah, on a cette étude, très faible niveau de preuve, réalisée sur des rats, mais qui nous montre un petit peu des tendances. Si vous prenez un bain, donc assez confortable, un bain à température 42 degrés, petite eau chaude, on est bien. Ça a tendance à accélérer l'inflammation et la nécrose des tissus. Ça a tendance à diminuer les dépôts de collagène au niveau, surtout au niveau musculaire. Et on a l'impression qu'il y a une régénération des fibres qui est plus rapide. Donc globalement, on a l'impression qu'on augmente l'inflammation dans la première phase. Ça a souvent un effet néfaste, c'est que ça peut augmenter la douleur. Mais si c'est supporté par le sujet, on a l'impression qu'on pourrait optimiser notre rééducation en aigu et la durée de la prise en charge. Globalement, si on est sur un sportif, peut-être qu'il va falloir essayer d'être le plus rapide possible avec des enjeux, par exemple, de matchs de compétition, de sélection. Et bah, on dit, bah, écoute, essaye de faire un bain chaud, 20 minutes, 42 degrés. Et puis, si tu le supportes bien, et bah, t'y vas. Si jamais tu le supportes pas et qu'il y a des enjeux et une balance bénéfice-risque qui est quand même plutôt en faveur de le faire, bah, peut-être essayer de combler avec du paracétamol plutôt que les anti-inflammatoires. Qu'est-ce qu'il en est de la compression? Bah là, globalement, c'est un petit peu la même chose. On est sur un très faible niveau de preuve, mais en rapport bénéfice-risque, on a l'impression qu'on pourrait être efficace. Et en plus, si on le fait sur les bons œdèmes. L'éducation, bah là, il va falloir recommander à notre sujet un petit peu son parcours de soins pour pas qu'il perde de temps, d'essayer de l'optimiser, essayer de pas trop consommer aussi, par exemple, des anti-inflammatoires, essayer de pas trop de consommer des imageries qui vont avoir souvent des effets néfastes ou une perte de temps. Et puis après, on va rentrer dans la phase d'amour de nos tissus, où on va leur donner de la charge, et ça va commencer par le L de load, et on va voir comment on peut l'adapter. Le L de load, globalement, bah, ils vont nous dire, bah ouais, mais si je commence rapidement, moi, ça va me faire mal. J'ai déjà un peu mal quand je marche. Oui, mais t'as mal à combien? Entre 0 et 10, 0, pas de douleur, 10 maximum de douleur. Là, tu te situes à combien? Bah, 2. Ok, si t'es à 2, globalement, nous, on a à peu près une deadline, une limite. Faut pas qu'on dépasse 4. Ou alors, on peut être inférieur ou égal à 4. Mais globalement, faut qu'après ta séance, au bout de 30 minutes, t'aies plus mal. Et le lendemain, tout va bien. Pas d'augmentation de raideur, pas d'augmentation des douleurs. Et si tu fais des exercices avec de la douleur, on a l'impression que tu n'auras pas de différence un peu à court et à moyen long terme. Par contre, en termes de fonction, à court et moyen long terme, tu auras une meilleure fonction, tu vas récupérer plus vite. Par contre, effectivement, il y aura peut-être pas de différence au long terme, mais il va y avoir des leviers qu'on va pouvoir actionner dans ce court terme de 1 semaine à 3 semaines, avec ici un groupe exercice en rouge qui est légèrement supérieur, même si la taille d'effet, elle, n'est pas non plus considérable et énorme.
Dans les douleurs musculo-squelettiques, par exemple, ici, sur les blessures aux ischio-jambiers, on peut essayer d'extrapoler ça un petit peu aux lésions aussi au niveau de la cheville. Si on fait des exercices avec de la douleur par rapport à pas de douleur, globalement, on n'a pas trop de différence sur le retour au jeu et la rapidité du retour au jeu ou du retour au sport. Par contre, on a une récupération de la force isométrique qui est plus rapide et on verra, elle est super pour essayer d'optimiser le système nerveux. Et on a aussi une amélioration de la longueur des fascicules, et ça, on le verra aussi. C'est très intéressant, par exemple, dans le développement de la force excentrique. Et puis, on a aussi une supériorité avec des effets à court et à moyen long terme, même si pour le moment, on n'a pas de différence à long terme, mais il faudrait aussi essayer de l'objectiver. Et puis, avec nos sujets, ça peut être aussi très intéressant. L'optimiste, là, globalement, c'est une étude hyper intéressante. C'est que, globalement, il n'y a pas de corrélation entre le grade de l'entorse et l'intensité de la douleur. Et il semblerait qu'il y ait de plus fortes corrélations entre le niveau un peu de satisfaction ou les facteurs psychosociaux plutôt positifs. Je me suis fait une grosse entorse, un gros grade, mais je suis positif. Et je pense que ma rééducation va bien se passer. Ça, on a l'impression que c'est un meilleur facteur de réussite dans notre rééducation. Alors que si on a une petite entorse, mais un patient qui me dit je vais louper tous mes matchs, c'est une catastrophe pour ma saison, je me suis entraîné 3 mois pour pouvoir jouer ce match, là on a l'impression que les facteurs psychosociaux sont hyper importants et que on va être à risque d'évoluer vers quelque chose de plutôt chronique, et c'est des facteurs à prendre en compte lors de l'anamnèse. La vascularisation, on en parlait juste avant avec l'œdème extra-articulaire, avec plutôt du saignement, mais globalement, ça peut être réalisé tout le temps. C'est que déjà, si vous avez de la douleur, orientez-vous plutôt vers du paracétamol si c'est pas supportable, mais on peut aussi essayer d'optimiser la diminution de la douleur par l'exercice avec ce mécanisme, l'hypoalgésie induite par l'exercice qu'on va détailler. Si on prend cette étude, globalement, on peut prendre des cyclistes. Ils ont fait 200 km de course en endurance et puis après, ils vont taper le sprint final pendant 1 minute. Et là, ils vont avoir vraiment une douleur et des sensations douloureuses qui vont augmenter. Et là, le cerveau, s'il marche bien, il va dire, OK, ça, c'est OK, il n'y a pas de danger et je vais essayer d'inhiber ta douleur pour que tu puisses produire cet effort. Et là, le mec, il est chill et globalement, il a mal nulle part et il se sent bien. Faut faire attention, ça on peut l'utiliser pour nos patients, se dire tu vas pouvoir essayer d'optimiser cette douleur-là en faisant des exercices cardiovasculaires intenses, puisqu'on le voit sur cette diapositive, il y a un effet dose-réponse. Donc si vous mettez le patient sur un elliptique qui transpire pas, qui n'a pas de sensation d'effort, globalement il y aura pas d'efficacité. Et plus il va transpirer, plus il va avoir une sensation que l'effort est coûteux en énergie, plus l'hypoalgésie va être importante. Donc on est plutôt sur des seuils au-dessus de 75% de la VO2 max. Donc c'est quand même assez important. Et si on peut pas mobiliser sa cheville, par exemple sur le vélo, on met la cheville au repos, il pédale à une jambe, mais il va falloir qu'il transpire. Et on a aussi un effet de durée. Si vous demandez à votre patient de s'échauffer pendant 5 minutes au vélo et puis après vous partez sur les exercices, vous n'avez peut-être pas optimisé ce temps-là puisqu'on a l'impression que on verra les molécules qui sont relâchées juste après. On a l'impression que ces molécules sont relâchées qu'au bout de 10 minutes d'exposition à une activité cardiovasculaire. Il faut faire quand même attention parce que le cerveau, il peut aussi avoir quelques troubles. Et sur des patients qui ont des pathologies chroniques annexes à évaluer dans les antécédents, l'anamnèse, ou pour des entorses chroniques de la cheville, et le cerveau a plus de difficultés à inhiber la douleur, et du coup en fait on peut exploser le seuil douloureux chez nos patients chroniques. Quelles sont les molécules qui sont relâchées? Souvent on se dit il va faire du sport, il va relâcher des endorphines, et ça c'est à moitié vrai, voire peut-être même un quart vrai, parce que globalement en fait le cerveau il est capable de relâcher plutôt des cannabinoïdes. Des cannabinoïdes qui sont endocrines, avec la libération, ce qu'on appelle les endocannabinoïdes, des opioïdes endogènes. Donc finalement, c'est des opioïdes, c'est pas en cachet, mais c'est le corps qui est capable de les produire, des catécholamines et en petite proportion des endorphines. Donc c'est un petit peu une erreur de dire à nos patients, ou que nos patients nous disent que ça va libérer des endorphines. Globalement, c'est encore plus puissant. C'est presque des drogues, mais produits par le corps humain.
Et puis après, ce protocole, il nous permet d'évoluer vers la rééducation avec une évolution vers les exercices et le retour à la normale. Le problème là, c'est que vous allez dire, le retour à la normale, c'est quoi? Et globalement, il va falloir essayer de se rapprocher d'une normalité d'une population contrôle, ou alors, pour notre sujet, le meilleur critère, c'était sa cheville avant le traumatisme. Mais sauf si vous accompagnez des sportifs, c'est dur d'avoir ce critère-là. Du coup, vous allez essayer de vous référer à la cheville contralatérale en espérant qu'elle soit pas blessée, ou sinon vous avez l'impression qu'il y a vraiment une restriction, par exemple de l'amplitude en flexion dorsale dans les deux chevilles, et va peut-être falloir traiter les deux chevilles au cours de votre rééducation. Donc si on résume, globalement, il faut partir le plus rapidement en rééducation, essayer de faire un bilan au 5e jour. Il va falloir essayer d'optimiser l'application d'une contrainte pour optimiser la mécanotransduction, la transformation d'un stimuli mécanique en un stimuli chimique. Et ça, on peut le faire avec des niveaux de douleur inférieurs à 4/10. Comment on essaye d'optimiser cette mécanotransduction dans le corps humain? Le corps humain, il a tendance à répondre à des stimuli qui sont récurrents, même s'ils sont en faible quantité. C'est-à-dire, je préfère que tu le fasses le matin et le soir, même si c'est que 3 minutes de ton mouvement en flexion dorsale de la cheville. Mais si tu le fais le matin et le soir, au niveau de la stimulation de ton tissu, tu vas avoir de meilleures adaptations que si tu le fais une fois dans ta semaine 20 minutes ou 2 fois dans ta semaine 20 minutes. Là-dessus, sur les adaptations tissulaires du corps humain, on n'est pas optimal. Donc voilà où on en est. On a exclu une possible pathologie de fracture. On a essayé d'optimiser notre rééducation pour essayer de faire devenir notre patient un Cooper, quelqu'un qui échoue à devenir chronique. On fait notre bilan précis à 4 à 5 jours après le traumatisme et on optimise cette période entre le traumatisme et la consultation par le protocole Peace and Love. Et voilà, votre patient, il va franchir la porte de votre cabinet, il va venir à vous, et là, comment vous allez effectuer votre diagnostic à 5-6 jours après le traumatisme? Il va falloir, au niveau de l'anamnèse, ça c'est le minimum vital, essayer de choper 4 informations primordiales, et ça c'est le minimum parce qu'on le verra après, dans cette présentation, on n'évalue pas tout ce qui est côté psychosocial, mais c'est des facteurs hyper importants à prendre en compte. Mais au niveau biologique, il va falloir s'intéresser au mécanisme de la blessure. Souvent, on est sur des entorses latérales lorsqu'on est sur des mécanismes d'inversion. Et sur les inversions graves, on le verra aussi, on peut avoir des atteintes au niveau de la partie médiale avec, ici on est en latéral, ce mécanisme d'inversion. Et en bord médial, ici, on va avoir le talus qui peut venir taper au niveau de la malléole médiale. Et ça peut entraîner différentes inhibitions musculaires, par exemple, ou des œdèmes osseux. Inhibition musculaire, par exemple, au niveau du long fléchisseur de l'hallux tibial postérieur qu'on peut retrouver chez des sujets. Ensuite, il faut évaluer évidemment est-ce qu'il s'est déjà fait une entorse de cheville. Est-ce que c'est sa première entorse? Il va falloir optimiser, tout donner pour éviter cette cascade catastrophique avec des symptômes persistants de l'arthrose, etc. Ou est-ce que il s'est déjà fait ça et globalement il y a peut-être plein de bulles qui sont allumées du côté psychosocial, du côté biologique, et il va falloir essayer d'éteindre toutes ces bulles pour essayer de revenir à une baseline à peu près convenable. Ensuite, est-ce que lui, il a des sensations d'instabilité après le traumatisme qui pourrait signer déjà une augmentation de la probabilité d'évoluer vers un risque chronique d'entorse, ou aussi une confiance en sa cheville qui est diminuée ou des inhibitions musculaires. Et puis ensuite, en aigu, la douleur, elle est assez précise, surtout au niveau de la cheville. On a une représentation corticale qui peut être assez élevée. Et du coup, l'intensité et la localisation de la douleur, ça peut nous guider dans notre diagnostic. Globalement, si on a une douleur antérieure, on est souvent sur le ligament antérieur, douleur moyenne, souvent ligament moyen. Et du coup, on va pouvoir essayer de se fier à la localisation de la douleur. On a ce graphique qui va nous suivre un petit peu tout le long du webinaire. C'est le diagramme de Hertel qui nous présente tout en haut, en fait, un patient qui va se faire sa première entorse de cheville, entorse soit du ligament antérieur, soit du ligament moyen. Et il va y avoir un ensemble de processus qui vont venir un petit peu travailler, des processus plutôt au niveau biologique, avec des atteintes au niveau tissulaire, au niveau de l'arthrocinématique, au niveau de la laxité des tissus ou de l'atteinte des tissus.
On va avoir aussi au niveau du contrôle moteur, donc du contrôle musculaire, du contrôle au niveau de la proprioception ou la réduction des activités physiques. On va avoir tout ce qui va être du côté plus perception du sujet de sa cheville. Est-ce qu'il a de la douleur? Est-ce qu'il a l'impression qu'il est instable? Est-ce qu'il a la kinésiophobie? Il a peur de reprendre ses activités ou de faire des petites stimulations? Est-ce qu'il a diminué aussi ses activités de la vie quotidienne? Et ça, pourquoi il l'a fait? Est-ce que c'est par rapport à la douleur ou par rapport à ses croyances? Et puis après, évidemment, tous les facteurs un peu plus externes, psychologiques, essayer de voir un petit peu quel est le profil psychologique de notre patient et tous les contextes environnementaux qu'il faut évaluer. Mais souvent, on a assez peu de clés, nous, en rééducation, pour pouvoir agir directement dessus. Mais ça nous permet aussi d'aiguiller notre patient dans son parcours de soins. Il y a différentes entités à ne pas oublier dans une entorse de cheville. C'est souvent pas que une entorse latérale de la cheville. On va avoir aussi tout ce qui va être les lésions subtalaires avec les ligaments en dessous le talus, tout ce qui va être un peu les complications des entorses un peu plus importantes, les conflits antérieurs ou les conflits postérieurs. Mais dans cette présentation, on va s'intéresser surtout aux entorses latérales et on va avoir cette description du consensus Rost en 2019 qui nous dit comment on évalue quelqu'un qui s'est fait un mécanisme en inversion. Et là, globalement, il va falloir évaluer trois choses en termes ligamentaires: le ligament antérieur, le ligament moyen et la syndesmose. Ensuite, il faut évidemment exclure le risque de fracture. Et ça, cette probabilité, elle augmente lorsque le sujet, à l'anamnèse, il nous dit j'ai des difficultés à me mettre en charge, des difficultés à marcher. Là, les probabilités de risque de fracture augmentent un peu. Et lorsque les critères d'Ottawa sont négatifs, on teste nos ligaments pour voir comment ça se passe. Ça, c'est les différents tests qu'on a pour tester ces ligaments. On a le ligament antérieur avec le test antérieur droit test, donc un tiroir antérieur. Et là, globalement, j'ai choisi ces études parce qu'elles sont à risque de biais assez faible. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de la sensibilité, donc qui nous permet d'exclure une pathologie, ou de la spécificité qui nous permet plutôt de l'inclure? On voit que lorsque notre tiroir antérieur il est positif, il y a une forte probabilité que notre patient ait une lésion du ligament antérieur. Par contre, s'il n'y a pas de tiroir, globalement, on a assez peu de choix, assez peu d'interprétation dans l'exclusion d'une atteinte de ce ligament. On pourrait se dire, ça a été développé dans une étude un peu plus récente, en 2020, avec ici un risque de biais aussi assez faible. Que globalement, si on fait le reverse antérieur test, donc globalement, c'est pas le pied qui va glisser vers l'avant, mais c'est plutôt la jambe avec le tibia et la fibula qui vont glisser vers l'arrière. Est-ce que ce test, il présente de meilleures qualités métrologiques? Et globalement, pour exclure une lésion du ligament antérieur, on a l'impression qu'on est un peu meilleur. Du côté, on optimise à la fois l'exclusion et l'inclusion. Par contre, quand on regarde en détail, on est sur des patients qui ont une entorse chronique de la cheville, donc qui consultent à plusieurs semaines ou après plusieurs mécanismes d'inversion. Et du coup, en aigu, quand c'est la première fois que le patient se fait un traumatisme, ce test, il est peut-être pas conseillé, ou alors vous pouvez le faire, mais en termes d'interprétation, c'est pas trop ce qu'on en fait. Ensuite, on a l'antérolatéral drawer test. Lui, il nous présente de grandes capacités d'inclure la pathologie. C'est quoi ce test? C'est globalement, on fait le même tiroir, mais on vient aussi faire une légère rotation interne, une inversion, pour remettre en plus de la tension sur le ligament antérieur et venir faire le tiroir. Et ça nous permet d'augmenter la spécificité et d'augmenter légèrement la sensibilité, et c'est assez intéressant. Du coup, je vous conseille de combiner le tiroir antérieur direct et le tiroir antérieur avec ce mécanisme de stress ligamentaire. Ensuite, là, on s'est dit, globalement, avec ces tests-là, on peut inclure la pathologie, mais comment on fait pour l'exclure? Et pour le ligament antérieur, on a de la chance. L'ensemble des études ici, même si globalement elles sont à risque de biais assez élevé, la palpation nous permet quand même d'exclure une pathologie. Je palpe, il n'y a pas de douleur. Normalement, il n'y a pas de lésion ligamentaire. À interpréter avec certaines conditions, un certain filet de sauvetage à voir avec l'évolution. Mais globalement, vous faites vos tests, vous pouvez inclure, vous palpez, vous pouvez exclure. Hop. Qu'est-ce qu'il en est pour le ligament antérolatéral? Globalement, on est un petit peu sur les mêmes choses, même si c'est un petit peu plus hétérogène au niveau des écarts types. Le ligament moyen,
Et bah là, c'est un petit peu l'inverse. Au niveau de la sensibilité, bah c'est moyen. La spécificité un peu mieux, mais globalement, les études sont pas non plus de très haute qualité. Le talar tilt, lui, c'est le varus au niveau du pied, varus au niveau du talus et du calcaneus pour évaluer le ligament moyen. Lui, pareil, comme les autres tests, il nous permet de dire lorsqu'il est positif, bah, il y a une atteinte du ligament moyen, et lorsqu'il est négatif, bah, on sait pas trop quoi en faire, même si ça a tendance à glisser nos probabilités du fait qu'il n'y ait pas d'atteinte. Donc là, on a vu le ligament antérieur, le ligament moyen, et il nous reste la syndesmose. Pour la syndesmose, on a globalement trois tests. Ces trois tests, avec deux tests qui nous permettent d'inclure la pathologie. Le squeeze test avec la compression de la jambe, à deux endroits, on le verra juste après en vidéo. Et la rotation externe avec le test de Frick, qui eux, s'ils sont positifs, ils nous permettent plutôt d'inclure la pathologie. Par contre, l'exclusion de la pathologie, c'est plutôt cette flexion dorsale qu'on peut faire avec un lunge test face à un mur. Et globalement, s'il n'y a pas de douleur, bah, on a l'impression qu'il n'y a pas de lésion au niveau de la syndesmose. Il y a cette étude qui a essayé de développer un algorithme pour optimiser nos diagnostics au niveau des lésions de la syndesmose, qui nous dit bah, globalement, si on palpe la syndesmose, on le verra juste après, et qu'on fait un test de dorsiflexion, s'il est négatif, globalement, on peut déjà exclure une probabilité de la syndesmose. S'ils deviennent positifs, on va essayer d'augmenter nos probabilités, de combiner avec un squeeze test et voir un petit peu comment ça glisse. Mais ce qu'on voit, c'est que ça glisse pas non plus énormément. Et pour essayer d'augmenter cette probabilité-là, on a un nouveau test qui a été développé, mais avec une étude de moyenne qualité. C'est de demander au sujet de réaliser un saut sur une jambe. Et s'il n'y a pas de douleur, bah, globalement, il y a de faibles chances qu'il y ait une lésion de la syndesmose. Mais la meilleure qualité diagnostique, c'est que si le patient il fait un saut et qu'il a une douleur, bah là, il y a une forte probabilité qu'il y ait une lésion de la syndesmose s'il indique la localisation de la syndesmose. Il y a cette étude-là qui nous montre bah, en fait les différentes lésions qu'on peut avoir de la syndesmose, que la syndesmose, c'est pas qu'un seul ligament. Ici, on peut voir en bas qu'on a le ligament antérieur, ici la membrane interosseuse, on voit ici, et puis un ligament postérieur. Et il y a différents grades un petit peu de lésions. Dans une publication, par exemple, le grade 1, c'était la lésion du ligament seulement antéro-inférieur. Le grade 2, c'était la membrane interosseuse et le ligament antéro-inférieur. Et le dernier grade qui était complètement du coup instable et peut-être redirigé vers une consultation médicale pour un avis chirurgical avec la lésion de tous les ligaments antérieurs, moyens et postérieurs. Si on suspecte une lésion de la syndesmose, souvent on est un peu démuni, on ne sait pas trop quoi faire. Globalement, on est assez sûr qu'il faut essayer de rediriger vers une consultation médicale pour avoir un IRM, qui est la meilleure capacité diagnostique. On peut aussi rediriger plutôt vers une échographie. Souvent, ça nous permet d'avoir un rendez-vous plus rapide et les capacités diagnostiques de l'échographie sont plutôt satisfaisantes. Et parfois, si on a des symptômes qui sont vraiment récurrents, on a du mal à expliquer bah, cette douleur qui est persistante, bah, combiner l'IRM avec une fluoroscopie, mais c'est quelque chose de plus invasif et de plus coûteux. Donc voici la petite vidéo des différents tests. Donc on va avoir ici le drawer test, donc complètement dans l'axe, ici assis en bord de table, mais on peut aussi le faire allongé en bord de table. Ensuite, on peut faire le reverse, si jamais on a une pathologie chronique. L'anterior drawer test avec la mise en tension ligamentaire, donc une petite inversion et on va faire le tiroir antérieur. La palpation du ligament antérieur et de l'antérolatéral. Et puis après, les tests de stress ligamentaire. Ici, le varus stress ou talar tilt test. Après, on peut faire le varus avec la palpation du ligament moyen. Donc le premier qui nous permet d'inclure, le deuxième qui nous permet d'exclure la pathologie. Ensuite, les tests pour la syndesmose. Donc ici, le squeeze test réalisé juste au-dessus les malléoles médiales et latérales au niveau de la cheville. Et puis juste en dessous du genou en haut. Ensuite, bah là, vous pouvez le faire dans cette position ou dans une autre position, par exemple en bord de table, mais le Frick test ou le test de flexion dorsale avec rotation externe. Est-ce qu'il y a une douleur, oui ou non? Le test de palpation, plutôt ici pour le ligament antéro-inférieur.
Et voilà. Globalement, si on fait un peu une synthèse, parce que là, on a fait un bilan qui est déjà assez précis, même si on n'a pas détaillé tout ce qui était au niveau postural et tout ce qui était au niveau musculaire, mais on le verra juste après, plutôt dans les clés de la rééducation. On a essayé d'évaluer différentes composantes de notre bulle et notre diagramme de Hertel. On a évalué ici, bah, si jamais on voit que notre patient il présente une faiblesse musculaire ou une inhibition musculaire, des réflexes altérés ou une proprioception qui est déficiente, on le verra par exemple sur les tests unipodo, dynamique ou statique. Bah là, globalement, on va essayer de proposer plutôt une rééducation avec du renforcement musculaire et du renforcement proprioceptif. Si on est plutôt dans une pathologie avec une atteinte de laxité ligamentaire ou quelqu'un qui est vraiment très laxe avec des instabilités qu'il n'arrive pas à contrôler, qu'il a une arthrose cinématique avec des raideurs de cheville qu'on n'arrive pas à récupérer, voilà, c'est peut-être l'un des seuls cas, si au long terme on n'arrive pas à éteindre cette bulle du graphique, là peut-être rediriger vers un avis médical et peut-être une consultation chirurgicale parce qu'on a l'impression que bah, il s'est lésé par exemple trop de ligaments et que nous en rééducation on a éteint toutes les bulles psychosociales, biologiques, etc. Il a un bon contrôle, par exemple postural, mais on n'arrive pas à récupérer évidemment ce ligament et lui il présente encore des symptômes et peut-être qu'il faut rediriger vers une chirurgie. Et dans les autres cas, on n'a pas vraiment l'impression que la consultation chirurgicale, sauf pour les lésions élevées à haut grade de la syndesmose, bah, globalement, on peut quand même le garder en rééducation. Ensuite, s'il y a plutôt des bulles dans les facteurs psychologiques ou la perception du sujet de son entorse, bah, j'ai peur de reprendre le mouvement, j'ai pas trop confiance en ma cheville, j'ai des fortes douleurs. Bah là, si cette bulle s'allume, bah, on va être plutôt dans des thérapies de communication, d'éducation, d'exposition graduelle à différentes tâches. On va peut-être vraiment être tranquille sur les étapes et les exercices qu'on va proposer à notre sujet. Ensuite, ben, on pourra agir sur les différents facteurs biologiques, enfin ceux qui sont modifiables, par exemple tabac, cigarette, etc. pour la cicatrisation des tissus, et les facteurs environnementaux sur lesquels il faut évidemment essayer de les évaluer, mais agir, c'est souvent un peu plus difficile. Et là, bah, en fonction de tous ces éléments, vous aurez peut-être la chance d'avoir quelqu'un qui va évaluer vers quelque chose de chronique, et du coup, vous rentrez bah, finalement dans la normale ou alors vous allez être plutôt bon et vous allez réussir à faire échouer un patient à devenir chronique et devenir plutôt un Cooper et avoir une cheville qui va bien. Ici, on va regarder du coup maintenant les clés plutôt du côté de la rééducation. Et par rapport au diagramme de Hertel, on va plutôt se situer dans la bulle un petit peu à droite. J'ai volontairement choisi cette bulle parce que c'est la plus souvent atteinte et c'est sur laquelle, bah, nous, c'est quand même notre minimum vital et en tant que kinésithérapeute, c'est celle qu'on doit vraiment le plus optimiser. Même si évidemment les autres sont aussi importantes. Et dans le diagramme, ce qui est hyper important, c'est que chaque bulle présente un facteur de risque de manière individuelle et presque chaque bulle a la même taille d'effet sur la proportion de devenir chronique ou pas. Et ben les patients, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Bah, souvent, ils vous demandent bah, quand est-ce que je peux retourner au travail, quand est-ce que je peux retourner au sport. Et là, globalement, bah, ce que je leur réponds, bah, c'est que moi, je sais pas en combien de temps tu vas pouvoir y retourner, mais je sais quand tu vas pouvoir. Et il va falloir que tu valides des critères. Et ces critères, il va falloir qu'on travaille ensemble pour y arriver. Ça permet de pas être dans une attente plutôt passive du traitement. Bah, je pense que souvent, en moyenne, mes patients, ils vont bien au bout de 2, 3 semaines ou un mois. Et bah là, ils se disent, bah, je vais attendre un mois et je vais pouvoir retourner au terrain. Alors que s'ils sont dans une validation de critères, ils vont essayer de tout donner pour valider ces critères le plus rapidement possible. Et ils sont dans un processus un petit peu de validation et ils savent où ils vont. Le premier critère du pass, c'est bah, déjà de ne pas avoir de douleur pendant tous nos exercices ou le début de la participation sportive ou de ne pas avoir de symptômes durant 24 heures d'une journée. Ensuite, au niveau du A, il va falloir retrouver toutes les amplitudes au niveau de la cheville, surtout la flexion dorsale, et avoir récupéré toute la force, l'endurance, la puissance musculaire. Ensuite, au niveau du A, il va falloir que le patient il ait confiance en sa cheville, parce que s'il n'avait pas confiance, il va falloir qu'on agisse sur cette bulle-là. Il va falloir qu'il ait un bon contrôle proprioceptif aussi, dynamique comme statique. Et comme il va retourner au sport, il va falloir qu'il soit capable de courir, de faire des sauts, de faire des changements de direction sans trop de symptômes. Si on regarde du coup le premier A, une restriction au niveau, enfin une raideur au niveau de la cheville, comment on peut agir dessus?
Là, on a un tas d'études, mais globalement, ce qu'on peut proposer pour l'évaluer dans un premier temps, c'est le weight bearing lunge test. Donc, globalement, le patient est debout face à son mur et il va essayer de venir toucher le genou. Et nous, on mesure la distance entre le pied et le genou, au niveau de le pied et le mur, pardon. Et ça, c'est cool parce que c'est une bonne fiabilité en intra-évaluateur et une bonne fiabilité en inter-évaluateur. Et globalement, on peut se dire qu'il y a un changement qui est dû à notre rééducation et pas dû au hasard lorsqu'on a varié ce test de plus d'1,9 cm. Donc c'est quand même un changement qui doit être important. Et du coup, il faut déjà dire à notre sujet, bah, si tu récupères un petit peu, on a l'impression que c'est pas non plus dû à notre rééducation. S'il y a une restriction, surtout en amplitude de flexion dorsale, ben, on peut proposer cette modalité de traitement qui est un MWM en Mulligan. Globalement, il faut pas qu'il y ait de douleur durant les exercices que l'on a fait ici. Après, je les ai un petit peu adaptés. Là, je fais des mécanismes de répétition au maximum de la flexion dorsale. Ça a été démontré comme efficace dans la stimulation des tissus, parce que globalement, si on prend des postures, bah, il y a très peu de stimulation au niveau de la mécanotransduction, de ce qu'on parlait avant, alors que si on vient répéter au fur et à mesure des fins d'amplitude, au niveau tissulaire, on entraîne de meilleures adaptations. Et le top, le faire le matin et le faire le soir, avec minimum 6 heures de repos. Si on a des déficiences plutôt au niveau musculaire, de l'endurance et de la puissance, bah là, on va pouvoir évaluer, par exemple, nos sujets avec les tests maximum isométriques. Ici, j'ai mis une petite plateforme juste en dessous de la cheville parce que si votre patient a de l'appréhension, il va pas pouvoir développer toute sa force musculaire parce qu'il va avoir peur que sa cheville lâche dans le vide et qu'il se fasse mal. Vous pouvez l'évaluer aussi en bord de table, de manière manuelle si vous avez un petit budget ou si vous voulez essayer d'objectiver des résultats, essayez de le faire avec un dynamomètre à main, mais soit avec une ceinture qui vous bloque le coude, soit contre un mur, pour essayer que ça soit pas vous, votre force, qui appuie lors du test. Évaluer évidemment les fléchisseurs dorsaux au niveau musculaire, hyper important pour la stabilité de la cheville. Et comme on le disait, dans les mécanismes en torse grave, avec ce talus qui va venir taper plutôt sur le bord médial du tibia, qui peut entraîner des faiblesses musculaires, n'oubliez pas d'évaluer vos fléchisseurs plantaires au niveau des doigts de pied, donc long fléchisseur de l'hallux, fléchisseur des orteils, et puis parfois tibial postérieur, mais souvent il est moins retrouvé. Si en déficit de force, on peut déjà proposer un exercice très simple à réaliser à la maison, juste des flexions-élévations sur une jambe en unipodale, de manière lente pour essayer de ne pas avoir de douleur lors de l'exercice. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est d'évaluer la force musculaire des abducteurs de hanche, parce que ça a été montré que si on a une faiblesse des abducteurs de hanche, on est à risque d'évoluer vers une entorse chronique de la cheville. Et du coup, passez pas à côté de cette évaluation. Globalement, souvent ça va bien, mais vous verrez, il y a quelques patients chez qui ça va pas du tout. Ça peut soit être juste une inhibition, soit ça peut carrément être une faiblesse sur laquelle, dans tous les cas, il faut essayer d'agir. Qu'est-ce qu'on propose comme exercice en rééducation ou qu'est-ce qui n'est pas assez proposé et quelles sont les limites des protocoles actuels publiés au niveau de la littérature? C'est que nous, nos exercices, ils sont pas assez multiplanaires. Alors que dans la vraie vie, quand on court dans les bois, etc., il y a différentes surfaces. Donc, il faut proposer plus de surfaces en rééducation. Il faut surtout pas passer derrière l'évaluation du sens de la position articulaire. Ça, on le verra juste après avec l'évaluation avec un laser positionné au niveau de la cheville et une cible en face du sujet. Il faut plutôt se diriger vers une rééducation sur un seul membre en charge pour limiter les compensations et vraiment voir qu'est-ce que notre patient est capable de faire et d'éviter qu'au niveau du contrôle moteur, il y ait des modifications, qu'il rentre dans un schéma d'adaptation qui sera plus dur après à déconstruire. Et puis, souvent, ce qui est loupé, c'est le travail des sauts et encore plus de l'atterrissage. Si on se penche du côté de musculaire, qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de limiter le risque d'entorse de la cheville? Il va falloir proposer des exercices excentriques. Ça, le concept théorique derrière, c'est que lorsqu'on se fait un mécanisme d'entorse, on va avoir la cheville qui va venir partir en inversion. Et si on a une force
de contraction excentrique est élevé, on va pouvoir ralentir ce mécanisme pour essayer de limiter les dommages tissulaires. Au niveau des propositions des exercices, on va aussi se mettre au niveau des contractions maximales isométriques. C'est cool au début, ça développe, ça stimule pas trop la douleur et ça permet d'optimiser les capacités neuromusculaires, ce qu'on disait, un peu la connexion entre le cerveau et le muscle, ou entre les différentes plaques motrices. Ensuite, de plus en plus développé, surtout aussi dans le croisé, mais le Rate of Force Development, le RFD, essaie de développer de la force le plus rapidement possible. On a notre mécanisme d'entorse, on sent que notre cheville est en train de partir. Il faut que nos muscles puissent rapidement se contracter avec une force élevée pour corriger l'articulation. Et puis en dernier, la force réactive, c'est-à-dire optimiser le cycle d'étirement-raccourcissement du muscle. Notre cheville est en train de s'étirer là au niveau des muscles fibulaires lors du mécanisme de l'entorse. Si on optimise le cycle d'étirement et de raccourcissement du muscle, eh ben on va pouvoir corriger notre cheville de manière plus efficace et de manière plus rapide. Et un élément auquel on passe souvent à côté, ou en tout cas qu'il faut vraiment intégrer surtout dans les dernières phases de la rééducation, c'est l'évaluation de la fatigue au sein de nos tests. Par exemple, on a cette patiente là qui nous dit que lorsqu'elle marche en randonnée, à la fin de sa balade, donc avec de la fatigue à la fois cognitive ou à la fois aussi et ou musculaire, biologique, eh ben, elle a tendance à aller vers une instabilité de la cheville et des micro-traumatismes en inversion. Et lorsqu'elle était fatiguée à son escalade, là, elle n'a pas réussi à avoir le contrôle pour réceptionner bien sur son pied. Elle a eu un sens de la position articulaire qui était un peu défectueux à ce moment donné-là, avec peut-être trop d'informations et de charges cognitives à prendre en compte. Et du coup, bah, dans les dernières phases de la rééducation, il va falloir recréer cet environnement avec de la fatigue. On peut peut-être les épuiser d'abord au cardio, les épuiser sur des testings musculaires, sur des sauts, etc. Et puis après, être vraiment précis dans les tests que l'on va faire. Donc là, ça va être à vous de jouer, mais globalement, je vais pas vous laisser beaucoup de temps. On approche de la fin du webinaire, mais essayez de réfléchir aux différents exercices que vous pouvez proposer pour essayer de stimuler du coup ces contractions isométriques, ces contractions excentriques, ces contractions de développement de la force rapidement et de développement du cycle étirement-raccourcissement. Je vous laisse 10 secondes juste pour vous poser et y réfléchir, et je vous donne quelques clés cliniques juste après. On va partir sur le premier. Le premier qui va être essayer d'optimiser l'excentrique, d'essayer de développer de la force encore plus que ce qu'on est capable de produire avec une charge à 100% de nos capacités maximales. L'excentrique, je vous propose cet exercice, toujours avec le coussin en dessous si jamais la cheville lâche pour avoir un support, pas avoir trop d'appréhension de la patiente. Et en fait, on vient appuyer dans cette position. Ça nous permet d'appliquer beaucoup de force parce que si nos sujets sont forts, sont sportifs, il va parfois falloir mettre tout le poids du corps sur la cheville. De manière aiguë, souvent, il faut essayer de pas stimuler trop de douleur inférieure à 4 sur 10. Donc on demande au sujet de résister le plus possible, mais de nous laisser gagner, et surtout le plus important, de contrôler les derniers degrés d'amplitude. Souvent au début ça va, mais dans les derniers degrés, là ça a tendance à lâcher, et c'est ces derniers degrés qu'il faut optimiser. Vous pouvez de manière un peu plus douce essayer de stimuler cette contraction excentrique en contrôlant en fait le mécanisme d'inversion, par exemple sur le bord d'une marche. Ici, elle est un petit peu inclinée pour pouvoir que ici la patiente puisse faire un petit peu d'inversion aussi et de contrôler l'excentrique en inversion, et on lui demande de manière active de revenir en concentrique. Comme ça, on optimise deux cycles musculaires. En isométrique, beaucoup plus simple. En position, par exemple, tout en haut, on vient mettre le maximum de poids possible. Faut pas que ça lâche, sinon on est sur quelque chose d'excentrique. On maintient la contraction, environ 6 secondes. Vous pouvez le faire à différentes angulations de l'articulation, et souvent le plus important, c'est surtout les derniers degrés ici d'amplitude. Le rate of force développement, donc en fait développer de la force le plus rapidement possible. Vous vous mettez en position d'inversion et au top, elle a les yeux fermés. Le plus rapidement possible, il faut qu'elle revienne et qu'elle développe de la force rapidement.
Et là, vous allez me dire, et vous y pensez peut-être depuis le début, c'est que bah globalement, Joséphine, t'es gentil avec tes contractions excentriques, isométriques, essayer d'optimiser le cycle raccourcissement élastique. Mais en fait, le mécanisme de l'entorse, il est beaucoup plus rapide que les capacités du corps humain à pouvoir corriger cette articulation. Et là, bah, en fait, vous avez complètement raison, mais ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai dit avant, bah, il va pas falloir le faire parce que ça va nous permettre d'optimiser les choses. Mais il y a quelque chose qu'il faut surtout pas oublier dans notre éducation, et c'est vraiment le game changer depuis que je l'ai mis en place pour essayer de diminuer ce risque de récurrence, c'est d'augmenter la préactivation musculaire. Globalement, lorsqu'on est à gauche, ici, on va avoir un patient qui atterrit, il a son talon qui touche le sol, et on va regarder la contraction de ses muscles fibulaires. Et ici, on voit que la contraction, elle apparaît après que le sujet ait touché le sol. Pareil, que ce soit le long péroné, le long fibulaire, le court fibulaire, il va falloir optimiser cette phase en optimisant la préactivation, c'est-à-dire que cette activation musculaire, il va falloir qu'elle arrive avant que le patient il touche le sol. Globalement, il a l'impression qu'il va marcher sur quelque chose, il a déjà une activité musculaire avant de poser le pied pour pouvoir contrôler, avant qu'il y ait un mécanisme d'entorse. Et ça, si vous le faites pas, bah, à chaque fois, ils vont pouvoir avoir une action concentrique, développer de la force rapidement, mais ça sera toujours trop tard et il faut optimiser cette préactivation. Comment on fait en pratique? Et bah, du coup, on remet les sujets en condition. Ici, on leur demande bah, de monter sur une box et d'atterrir dans le mécanisme d'éversion. Ici, vous allez le voir chez la patiente, ou sinon je remettrai la vidéo. Ouais, je vais remettre la vidéo, mais on va voir deux stratégies de contrôle. La première stratégie qui va être en fait son premier saut, et ici la contrainte elle semble trop élevée, et elle va pas être en stratégie de cheville, mais ça va être des muscles plus importants, plus forts, plutôt au niveau de la hanche, qui vont venir compenser, avec ici même le tronc qui vient se décaler. Le deuxième, je lui dis de corriger, je lui dis tu dois arriver fort sur ta cheville. Quand tu arrives, tu es déjà sur le bord ici de la plateforme en inversion, mais tu as les doigts de pied qui sont durs. Ici, on voit que c'est mieux, moins d'oscillation, et elle semble être un peu plus au niveau de la cheville, même s'il y a un peu le genou qui rentre en jeu. On peut aussi optimiser, parce que là, du coup, on a un focus très interne quand je lui ai donné cette consigne-là, parce qu'elle va se dire, bah, il faut que j'ai la jambe dure, et finalement, c'est très interne, alors qu'on a l'impression, là, dans les études plus récentes, que les focus externes présentent de meilleures preuves et une meilleure efficacité dans nos traitements. Donc, on peut leur demander de les mettre dans des situations un peu plus dures, un peu plus challengeantes et ludiques en rééducation. On leur met un verre d'eau assez rempli, ils sont un peu en pression. Nous, on a un parquet, on veut pas qu'il ondule. Et ben, on lui dit, bah, je veux 0 goutte par terre pendant ton exercice. Et du coup, elle va être focalisée plutôt sur la tâche cognitive du verre d'eau. Et en plus, elle doit contrôler sa cheville. Donc, essayez de le faire un peu plus, peut-être en progression, mais essayez de l'intégrer le plus rapidement possible parce qu'on a quand même des meilleurs effets plutôt que être que sur quelque chose d'interne et changer un focus interne. Après, c'est difficile. Ici, ben, on va essayer d'optimiser ce cycle d'étirement-raccourcissement. Donc, on va faire de la force réactive. On demande au sujet de partir d'en haut, de contrôler la descente et directement et le plus rapidement possible de sauter le plus haut possible et le plus loin et de stabiliser la réception. Donc, on travaille les sauts, mais on travaille l'atterrissage. L'atterrissage, il doit se faire dans une stratégie de contrôle de cheville et pas de hanche. Là, on était sur de la hanche. Donc, on essaie de corriger. Si on n'arrive pas à répétition, mais il va falloir adapter l'exercice parce qu'on est en train d'entraîner un contrôle moteur qui est assez défectueux dans notre prise en charge. Concernant l'évaluation de la perception de l'athlète, là-dessus, on a deux questionnaires qui ont été traduits en français. On a l'ALR-RSI et le FAM avec deux composantes. La composante des activités de la vie quotidienne, les activités de la vie quotidienne et les activités plutôt sportives. Il va falloir essayer de valider ces questionnaires à plus de 90-95% d'items validés pour dire bah là tu peux reprendre ton sport. Concernant le contrôle postural, que ça soit dynamique ou statique, bah, on peut mettre les sujets dans ces conditions-là, mais là ce qu'on observe, et c'est souvent réalisé en rééducation, c'est que ici on voit la patiente, quelle est sa stratégie proprioceptive ici? C'est plutôt une stratégie au niveau du bassin et des hanches. Globalement, elle s'est fait une entorse, son cerveau fait plus trop confiance aux informations qui viennent au niveau de sa cheville, on appelle ça les afférences sensitives, et elle fait plutôt confiance à des choses plus stables, plus fortes,
au niveau de son tronc ou de ses hanches. Donc globalement, mettre les sujets qui ont eu une entorse sur quelque chose d'instable, bah, c'est pas top. Il vaut mieux les mettre sur quelque chose plutôt de stable, comme le sol. Mais ici, pour elle, c'était trop facile. On voit même pas ici d'activation des stabilisateurs latéraux au niveau de sa cheville. Essayez vraiment aussi de le faire les yeux fermés. Si on fait les yeux ouverts, on peut aussi entraîner un contrôle moteur qui va être plutôt basé sur les afférences visuelles. Et si bah, le patient il retourne au sport et qu'il y a des choses visuelles qui se passent mal ou trop d'informations, bah, le contrôle au niveau de sa cheville va être défectueux. Ah, excusez-moi. Ce que je disais au niveau du contrôle moteur entre stratégie de hanche ou de cheville, globalement, c'est qu'on voit qu'en aigu, le cerveau il est capable de s'adapter et de passer sur une afférence qui va être plutôt au niveau de la hanche et de la cheville. Et ça, on a l'impression que c'est plutôt quelque chose de normal. On va essayer d'évaluer l'autre membre et voir s'il est en cheville et là se dire, bah, en aigu, ton cerveau, c'est la bonne chose. Par contre, l'objectif, ça va être de passer de cette stratégie de hanche vers une stratégie de cheville et ça peut nous guider dans la rééducation. Une fois que tu seras en cheville, bah, globalement, ton contrôle moteur, il a été rétabli et ton cerveau, il a confiance aux informations de ta cheville. C'est la première chose cochée. Par contre, après, il faut aller regarder les autres bulles et voir si cette cheville, bah, on a raison de lui faire confiance et qu'elle n'est pas défectueuse. Ensuite, on peut le faire de manière un peu plus dynamique. On lui demande d'aller chercher devant, derrière, de venir croiser. Euh, il me semble que j'avais ici, j'ai augmenté un petit peu la difficulté. C'est que j'ai mis ici un ballon sous son talon pour être un peu plus en flexion plantaire. On peut même lui demander d'être en flexion plantaire et un petit peu d'inversion pour être dans le mécanisme de l'entorse et voir si dans ce mécanisme-là, elle arrive toujours à avoir des informations proprioceptives qui sont fiables. Ça, elle peut rapidement le réaliser à la maison sur quelque chose, un sol qui accroche et avec une balle de tennis sous le talon. Ici, bah, du coup, de manière dynamique, le SEBT modifié avec 3 étoiles, essayer d'aller chercher devant. Attention, devant, c'est parce que l'un des facteurs les plus importants à aller retrouver, puisqu'il est le facteur de risque de récurrence des entorses de cheville. La partie latérale ici, important de l'évaluer, mais on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Par contre, quand on va aller chercher ici de l'autre côté, si on a des déficiences, on a l'impression qu'on peut avoir plutôt des déficiences au niveau du long fléchisseur de la luxe. Et du coup, bah, cette direction-là, il va falloir essayer de la travailler et peut-être faire du renforcement spécifique du long fléchisseur de la luxe pour être stable dans cette direction. Donc là, par exemple, elle n'a pas réussi la première. On regarde la deuxième, on essaie de voir un petit peu au niveau de son pied quels sont les appuis. Est-ce qu'il y a une déficience ou pas, ou est-ce qu'il y a un contrôle postural qui a été modifié. Ensuite, bah, s'il y a une déficience mais qu'il va falloir la stimuler de manière assez élevée, bah, on peut faire à la fois une tâche cognitive d'aller chercher les couleurs le plus rapidement possible, et à la fois une tâche de position articulaire en flexion plantaire, possiblement en inversion. Ensuite, on peut lui demander d'avoir un contrôle de l'équilibre, mais avec une afférence plutôt visuelle, avec un focus externe qui présente de meilleurs effets dans la littérature sur la récupération. Par exemple, essayer de faire l'exercice en restant le bâton collé au bout du bâton jaune. Et puis pour le sens de la position articulaire, évidemment, on peut venir l'évaluer ici avec les yeux fermés. On vient faire par exemple une flexion dorsale maximale. On revient quand le sujet il pense être au centre de la cible, il ouvre les yeux et on note l'erreur de position articulaire. Ou après en rééducation, on peut faire des choses un peu plus ludiques avec une cible centrale et elle essaie de venir chercher des post-it qui sont situés à différents endroits pour stimuler différents muscles au niveau de la cheville. Et puis de manière encore plus dure après, lorsque c'est facile, de venir suivre une cible qui est en mouvement avec le laser. Bon là j'avoue j'ai pris quelques risques parce que essayer de au moins avoir soit des lunettes de soleil, soit une protection ou un autre objet pour suivre la cible pour éviter d'avoir le laser au niveau des yeux. Ou alors vous faites vraiment conscience à votre sujet. Hop là. Donc là globalement on a vu les différents critères du pass, il nous manque juste les tests de saut. Pour les tests de saut, on va évaluer la capacité à activer les fibulaires et à être stable. Donc ici, elle le fait très bien. Ici, on essaye plutôt d'avoir une distance qui est assez faible pour être
toujours en activité au niveau de la cheville. Ce qui est décrit souvent au niveau de la littérature, même si ça a faible niveau de preuve, c'est 30 centimètres. Genou, on est plutôt à 40 centimètres. Et plus, on a l'impression de recruter des articulations plus proximales au niveau de la hanche. Donc là, tester le nombre de répétitions, ce qui est décrit par exemple dans les critères de retour au sport, je le détaille pas ici, mais dans l'Angle Go, c'est de faire 10 secondes, et on note en 10 secondes combien d'allers-retours elle est capable de faire. Et là-dessus, on a des cut-offs qui sont binaires, c'est oui ou non. Ensuite, de manière encore plus dure, on peut faire des changements de direction avec un stimuli sonore. Ici, une grande activité des muscles fibulaires sur une jambe avec des changements de direction. Donc, on est dans les dernières étapes plutôt de la rééducation. Donc, faire un changement le plus rapidement possible avec un ciblage des fibulaires. Donc voilà, l'exercice là pour de la stimulation du contrôle postural avec activité des fibulaires. Je vais passer sur le mode présentation. Mais globalement, le sujet saute. On vient le pousser en l'air. Donc là, on est plutôt sur les fibulaires, le contrôle postural des muscles latéraux, et ici plutôt des muscles médiaux, avec le long fléchisseur de la nuque, le tibial postérieur. Ça, c'est une activité assez contraignante, et on peut déjà, lorsqu'on présente l'exercice, voir si notre sujet a déjà de l'appréhension. Et s'il a de l'appréhension, on peut déjà le garder en tête et voir s'il arrive à le surpasser parce que globalement, il a envie d'y aller, il a pas de kinésiophobie, ou alors vraiment il se stoppe. Il a du coup le cercle de kinésiophobie, il nous dit ok, il est peut-être un peu en train de s'allumer, il va peut-être falloir que je l'évalue. Par exemple, avec un questionnaire, le TSQ11, qui nous permettrait de l'évaluer. Dernier exercice un peu plus ludique avec un ballon, pareil, des déplacements latéraux pour être plutôt sur les fibulaires, essayer de le faire dans un sens et dans l'autre. Mais elle a un ballon, elle le jette en l'air et le plus rapidement possible, elle doit faire l'aller-retour. Et là, on a du coup un focus qui est externe sur la balle. Donc là, on a réussi à compléter tous les critères PASS. Lorsque tous les critères PASS sont complétés, on peut dire à notre sujet de retourner au sport. On peut être encore plus précis et c'est maintenant décrit comme un peu le minimum vital pour dire à notre sujet de retourner au sport, de faire l'Ankle Go. Je le détaille pas ici dans cette vidéo. On pourra y revenir avec plaisir dans un autre webinar. Mais globalement, à l'heure actuelle, c'est le seul cluster de tests qui nous permet d'avoir des données sur les critères de retour au sport. Donc, on a évalué différentes entités. Gardez en tête que là, on a évalué que l'entorse latérale et qu'il existe au moins 3 autres entités à aller évaluer parce que dans cette étude de 2016, il nous dit, souvent, on pense qu'il y a qu'une entorse latérale, mais souvent, l'entorse latérale, c'est bien plus que ça et c'est pas si simple que ce que l'on pense. Et du coup, il va falloir essayer d'évaluer tous les cercles. Et là, le logiciel TOA va pouvoir vous aider dans les suggestions des tests à effectuer. On va le détailler juste après. Et puis évidemment, j'ai pas détaillé tout ce qui était l'intégration des facteurs psychosociaux dans la prise en charge, comment les évaluer et comment y remédier. Ici, petite présentation, du coup, David l'a présenté, mais on va sortir le module musculo-squelettique avec le logiciel TOA. Le module déjà cardio-respi est déjà disponible, mais le module musculo-squelettique va sortir dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour pas louper la sortie. Et en plus, comme vous êtes ici à ce webinaire, vous bénéficierez d'une offre. On va vous recontacter dans les prochains jours, à la fois évidemment pour avoir le replay du webinaire, mais aussi on va vous envoyer un code promo spécialement pour vous, pour pouvoir bénéficier de 10% à vie sur le prix du logiciel. Qu'est-ce qui se passe derrière le logiciel? Vous aurez chacun un identifiant personnel lorsque vous souscrivez à l'abonnement. Une fois que vous rentrez votre patient et que vous voulez rentrer dans une évaluation, on a décidé de les découper en 3 parties. Une synthèse qualitative, une anamnèse et une partie test et investigation. Évidemment, si vous voulez vraiment faire très, très, très vite, vous pouvez aller dans une partie ou dans l'autre sans faire les tests d'avant. Si vous voulez juste partir sur des questionnaires, vous pouvez juste cliquer dessus. Ça vous permet de faire des bilans très rapides et informatisés avec des données protégées. Mais si vous voulez faire de manière optimale, et surtout que dans tout ce qui va être synthèse qualitative, anamnèse, on a codé différentes suggestions qui vous permettent après d'avoir les meilleurs tests et questionnaires qui vont ressortir sur la 3e page. Donc en fait, c'est un logiciel d'aide au raisonnement clinique. Donc voilà, une première page, vous pouvez rentrer le type de bilan, intermédiaire, début, final. Au début, vous allez avoir un premier encadré qu'on a choisi de séparer parce que ça sort de plus en plus, évidemment, dans la littérature scientifique, l'évaluation des cercles biopsychosociaux. Mais souvent, on ne sait pas trop comment on évalue tous ces cercles.
Et ici, on a proposé des cases avec les cases dans chaque domaine. On a rajouté le sommeil et la littératie en santé, qui est la connaissance du sujet sur sa pathologie. Ça nous permet d'avoir des clés aussi sur sa prise en charge, le rôle de l'environnement, par exemple sa famille et ses amis. Est-ce qu'ils sont d'accord aussi avec ce qu'on va proposer? Est-ce qu'ils connaissent la pathologie? Et est-ce que leurs connaissances sont adaptées à la prise en charge? Et puis on a aussi proposé les meilleures questions qui ressortent au niveau de la littérature pour évaluer chaque composante et avoir les meilleures données. Et parce qu'on peut l'évaluer, mais les données qu'on récolte sont de faible qualité. Et ici, on essaie vraiment d'optimiser ce processus. Et puis ensuite, en bas, on va avoir les objectifs avec la suggestion des questions de définition des objectifs SMART, avec essayer de relever aussi tout ce qui va être les appuis ou les freins pour réaliser les objectifs et adapter notre traitement au sujet. Et puis tout ce qui va être les alertes au niveau de la prise en charge qui vont ressortir à chaque suivi de séance. Une fois que vous avez rempli votre anamnèse, vous allez donc passer dans les tests et investigations. Et en fonction de ce que vous allez remplir, vous allez avoir les meilleurs tests et questionnaires qui vont ressortir ici. Si jamais vous vous dites, le logiciel, là, il n'est pas optimal, ou vous voulez aller encore plus loin dans les investigations que vous voulez faire dans votre bilan, vous allez avoir ici toutes les bibliothèques de tests et toutes les bibliothèques d'articulation. Si on part ici dans un module d'accès direct, donc on a essayé d'avoir un module d'accès direct parce qu'on pense qu'il y aura de plus en plus de kinés qui vont prendre cet accès direct et du coup il va falloir être le plus précis possible, faire remonter des données auprès des prescripteurs et auprès de la sécurité sociale. Donc on a décidé de monter ce module qui vous guide de A à Z dans votre bilan d'accès direct, avec au début évidemment les critères d'Ottawa, avec des photos et des descriptions des tests. Donc là les différents critères, le pied, la pression, etc. Les différents critères pour l'évaluation ligamentaire, avec des photos et aussi des vidéos. L'ordre des tests a été déterminé pour avoir les meilleures probabilités diagnostiques et correspondent aussi aux données de la littérature. Donc là, globalement, vous posez le cerveau, vous réalisez l'ensemble du questionnaire et vous allez voir après la petite surprise au niveau de la fin. La palpation pour la syndesmose, le squeeze test de la syndesmose, le fric test de flexion dorsale, rotation latérale pour la syndesmose, et en terminant par le test de flexion dorsale. Est-ce qu'il y a un œdème, oui ou non? Et est-ce qu'il est différent du côté opposé? Si oui, finalement à combien? Quel est le périmètre en mesurant 8? Hop. L'amplitude de flexion dorsale, est-ce qu'elle est plutôt augmentée, normale ou diminuée? Ce qui va vous permettre de vous guider dans votre rééducation. Quelle est cette valeur pour avoir un critère de suivi? Et puis après, vous allez tomber sur cette page d'interprétation. Donc globalement, vous posez le cerveau, vous réalisez les tests, et vous pouvez même poser le cerveau sur l'interprétation, puisque le logiciel va vous guider. Ici, dans le résultat final de l'accès direct, vous avez 4 tests qui sont positifs. Sur les critères d'Ottawa, vous avez 0 critère, mais vous vous dites, mais moi, je connais même pas les critères d'Ottawa, je les ai faits, mais comment je les interprète? Et vous avez l'interprétation finale en dessous. Voilà, le risque de fracture est exclu et il n'est pas justifié de faire une radiographie. Vous avez été guidé dans votre raisonnement et dans votre prise de décision. Après, pareil, syndesmose, combien de tests positifs? Si vous passez la souris, vous aurez l'interprétation. Les ligaments antérieurs et les ligaments calcanéo-fibulaires. Donc là, globalement, 0 réponse positive, donc pas d'atteinte du ligament. Vous pouvez aussi avoir un radar plot qui va venir s'afficher en fonction des questionnaires que vous avez réalisés. Ce radar plot, il peut être en bilan initial et vous pouvez faire la comparaison entre le bilan initial et le bilan final sur le même radar plot si vous choisissez les mêmes indicateurs, les mêmes marqueurs au cours de votre suivi. Et voilà, donc ça c'était une présentation rapide de l'utilisation du logiciel. Si vous avez des questions, comme c'était rapide, n'hésitez pas à parler dans le chat ou à prendre la parole après dans le temps questions-réponses. J'espère que ça vous a plu. C'était quelque chose d'assez exhaustif pour un webinaire, mais on a vraiment envie de vous donner toutes les clés pour repartir demain au cabinet avec une prise en charge optimisée. Et j'espère que ça a changé un petit peu votre pratique ou que ça vous a donné quelques clés pour essayer de l'optimiser. Et puis j'espère que la présentation du logiciel, en tout cas d'une seule partie sur le bilan de l'entorse de cheville, vous a plu parce qu'il y a encore plein d'autres parties sur l'épaule, sur l'entorse de cheville. Il y a tous les tests, par exemple, de l'Ankle Go qui sont référencés avec tout
tous les suggestions d'ordre de résolution, l'interprétation finale également. Et voilà, on a essayé de faire un outil qui soit le plus simple possible. Donc en fait, vous êtes guidé et le plus rapidement possible, parce que si on a une tâche cognitive qui est trop élevée, bah, finalement on s'en délaisse. Et on voulait vraiment arrêter de faire une liste un peu de questions comme on peut retrouver dans d'autres logiciels ou dans nos fiches qu'on peut faire sur Excel avec des bilans qui s'adaptent pas à notre patient. Ici, tout s'adapte à notre patient et c'est pas l'intelligence artificielle qui le fait, c'est les données de la littérature que nous on a analysées, on a fait les meilleures preuves possibles dans les suggestions que l'on a réalisées entre l'anamnèse et les tests et questionnaires. Et puis après, dans l'interprétation des tests et questionnaires, vous avez aussi des aides dans les pages d'interprétation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on passe du coup au temps de questions-réponses. Je ferai au mieux pour essayer de vous répondre si vous avez des questions pointues, mais avec plaisir de rentrer en contact avec vous.